la hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface, comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur. Les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs. Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de 2 caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les 2 caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. En 1178, 5 moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencer à se scinder en deux à partir d'un point supérieur. Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de 10 fois. Et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber, seulement il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarchus. Les flashs vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces des marées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs.
On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Et ici sur Terre, nous la percevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorite équivalent à 1000 tonnes de TNT près de l'endroit où Apollo 14 a alluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashs lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années. Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium qui suivent le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement. Les collisions avec les météorites expulsent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient dans l'espace. Durant plusieurs jours par mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue de Lune est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible à l'œil humain, 50 fois plus faible que ce que tu peux percevoir. Mais pendant ces quelques jours, les plus puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Les mathématiciens affirment que les trous blancs pourraient exister. Malheureusement, les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Même si tu voyais un trou blanc, tu ne serais pas capable de rentrer dedans de l'extérieur. Mais tu verrais la lumière et la matière en sortir. Betelgeuse, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à diminuer d'intensité en 2019. Cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà grossi dans des proportions gigantesques. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis Betelgeuse est donc devenue plus sombre à l'automne 2019. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements pouvaient déjà être observés à l'œil nu. Rien d'étonnant à ce que la luminosité de l'étoile ait diminué de 2/3. À cette époque, les astronomes étaient persuadés que Betelgeuse était sur le point d'exploser en supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais, contre toute attente, elle a retrouvé sa luminosité habituelle en avril. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait en fait éjecté une partie de sa matière, et cela a partiellement bloqué sa lumière. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, vont se rencontrer. Mais cela se produira dans environ 4 milliards d'années. Quand elles rentreront en collision, une énorme galaxie elliptique verra le jour. Il pourrait y avoir plus d'eau sur la Lune que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent. Et pas seulement sur sa face cachée, mais aussi sur sa face ensoleillée. Cette eau pourrait s'avérer utile lors des prochaines missions déjà prévues. Les exoplanètes Barbe à Papa sont des planètes spéciales situées en dehors de notre système solaire. Également appelées planètes superenflées, elles ont la plus faible densité jamais découverte. Cela leur donne un aspect aérien et moelleux. Mais même si elles ressemblent à la friandise la plus populaire des parcs d'attractions, ces planètes sont énormes. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce phénomène insolite ressemble à des lutins et des elfes bleus virevoltant au-dessus de la planète. Il s'agit de 2 types de flashs lumineux qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps, de simples millisecondes. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 96 km au-dessus des gros orages. Dans l'univers, on trouve non seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, la galaxie de la Voie lactée est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Une tempête de la taille de notre planète fait actuellement rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Cette tempête a une queue de nuages blancs et elle fait le tour de la planète entière. La tempête se produit environ tous les 30 ans, lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Au début, la tempête est une simple tache. Et puis, elle commence à s'étendre en taille. C'est parce que la Grande Tache Blanche est un énorme système d'orage. Mais le mystère principal qui intrigue les astronomes est de savoir d'où la tempête tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que la configuration des nuages de la tempête ne peut que s'expliquer s'il y a une source de chaleur interne capable d'alimenter les vents.
Les objets libres de masse planétaire ne tournent pas autour de leur étoile. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Ces corps spatiaux qui flottent librement voyagent dans l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont aussi très difficiles à repérer. Ces planètes ne produisent pas de lumière. Elles n'émettent pas non plus de chaleur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vues à l'aide de la lumière infrarouge. Mais, il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont repéré la plus petite planète de ce genre, qui se trouve dans la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. La Lune semble rétrécir. Le satellite naturel de la Terre est aujourd'hui plus petit de 45 mètres qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les secousses qui agitent la surface du satellite naturel de notre planète. Les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique. Des séismes martiens se produisent régulièrement sur cette planète. Les scientifiques découvrent souvent des choses étranges dans l'espace. Beaucoup d'entre elles ressemblent à des taches floues. Mais il existe un type de tache qui ne ressemble à aucun autre corps spatial connu. Ces mystérieux cercles faits d'ondes radio sont visibles uniquement avec des radiotélescopes. Ce ne sont pas des restes de supernova ou à un effet d'optique bizarre. Certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait bien s'agir des gorges de trous de verre. Ce sont des tunnels hypothétiques entre les trous noirs. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio d'une luminosité aveuglante. Ils contiennent autant d'énergie que ce que produit notre Soleil en quelques jours, mais ne durent que quelques millisecondes. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, les astronomes ont détecté certains d'entre eux provenant de notre galaxie, et leur source était un magnétar situé seulement à 30 000 années-lumière de notre planète. La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense.
Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2h30 sur la surface lunaire. La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Quoi que tu fasses, ce ne serait pas malin de retenir ta respiration dans de telles conditions. L'air serait arraché à ton corps. L'oxygène encore présent dans celui-ci se dilaterait avec les fluides corporels. Il pousserait contre les vaisseaux sanguins et les tissus organiques. Ton corps, tes jambes et tes bras perdraient leur forme actuelle et gonfleraient comme un ballon, jusqu'à doubler leur taille normale. Si tu restais dans cet état plus longtemps, tu ne survivrais pas. Mais tu n'exploserais pas. Ta peau est assez élastique et elle maintiendrait ton corps ensemble. Les liquides de ton corps qui seraient exposés s'évaporeraient. La surface de tes yeux et de ta peau, tout se mettrait à bouillir. La salive bouillirait littéralement sur ta langue, mais le sang serait toujours liquide. Les parois des vaisseaux le protégeraient de l'ébullition. Pas d'atmosphère, pas d'oxygène non plus.
L'oxygène qui se trouve déjà dans tes poumons disparaîtrait rapidement et tu n'aurais plus rien à respirer. Si tes organes cessaient de recevoir de l'oxygène, généralement acheminé par le sang vers les différentes parties de ton corps, tu t'évanouirais parce que ton cerveau cesserait de fonctionner. Cela se produirait dans les 15 premières secondes. C'est le temps dont dispose ton corps pour utiliser l'oxygène restant dans le sang afin que le cerveau continue de fonctionner. Reste comme ça plus longtemps et adieu mon pote. Pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique puissant, l'atmosphère de la Lune a une densité similaire à celle des couches supérieures de l'atmosphère terrestre où se trouve la Station spatiale internationale. Cela signifie que ton corps serait exposé à tous ces dangereux rayonnements ionisants de l'espace que nous ne pouvons pas ressentir aujourd'hui parce que les couches qui entourent la Terre nous protègent. Sur Terre, nos muscles et nos os sont conçus pour résister à la force gravitationnelle. Sans gravité, nous commencerions à perdre nos muscles et nos os s'affaibliraient. C'est comme avec le blobfish, une créature marine qui ressemble à l'animal le plus triste de la Terre. Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan. Là-bas, il ressemble à la plupart des autres poissons, juste un peu plus effrayant. Mais lorsqu'il est à l'air libre, il devient plat et son corps entier ressemble à un pudding bizarre et triste, tout cela à cause des différences de pression. La Lune te ferait ressembler à un blobfish à cause des changements radicaux de pression atmosphérique. Il n'y a pas de pression qui tiendrait ton corps ensemble. Sur Terre, une colonne d'air exerce une pression d'environ 15 à 20 tonnes sur toute la surface de ton corps. Nous ne la remarquons pas car cette colonne d'air exerce une pression égale sur le corps de tous les côtés. Il y a aussi de l'air à l'intérieur de ton corps. La pression interne est la même que celle de l'atmosphère. Et sur la surface lunaire, il n'y a pas de pression extérieure pour la maintenir. Il fait également très froid là-haut. Les températures changent radicalement, passant de 120 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Une journée sur la Lune dure 29 jours terrestres. Cela signifie que tu passerais 14 jours et demi dans une lumière insupportable et les 14 jours et demi suivants dans une obscurité cosmique effrayante. Ton corps pourrait éventuellement geler si c'est la nuit, comme dans d'autres endroits de l'espace. Selon l'endroit où tu te trouves, cela se produirait dans les 12 à 26 heures. Ou si tu visitais la Lune au cours d'un seul après-midi normal, tu serais brûlé vif. Il est préférable de faire comme Apollo 11 et de venir à l'aube. La surface lunaire n'est plus très froide et elle n'a pas eu le temps de devenir extrêmement chaude. Mais si tu as survécu à tout cela, il y a des millions de frappes de météorites chaque année. Toutes ces petites particules de roche ou de poussière qui se déplacent assez rapidement, ou même les débris en orbite des vaisseaux spatiaux et des satellites.